Salut tout le monde et bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro cyclisme, un numéro qu'on va consacrer aux classiques dites ardennaises. Et pour ce faire, j'accueille les toujours excellents Romain et Alexis. Salut les Salut tout le copains. monde. Là, on vient de vivre les deux premières. Hein. Pour tout dire aux gens qui nous écoutent, on est dimanche en post-Amstel Gold Race. Mm. Et donc, on doit tout de suite partir là-dessus. On ne peut pas faire autrement. Il y a l'événement. Tadej Pogacar qui était parti au solo, qui se fait rattraper et qui est battu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur une course d'un jour. Je Ouais. vais tout de suite vous demander, vous, ce que ça vous inspire. Non, c'est génial. Déjà, ce qu'on se disait, c'est chouette parce que c'est un scénario qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Ces dernières années, on est quand même habitué. Il y a encore des chouettes courses, mais on est quand même habitué aux longs raids solitaires. Les coureurs derrière qui soit sont impuissants, soit n'arrivent pas à collaborer, et donc le gars devant prend énormément d'avance. Tu nous as envoyé un message, Damien, en nous demandant avec combien d'avance est-ce que Pogacar va gagner aujourd'hui. Alors moi, avec mon sang-froid légendaire, j'ai répondu 2 minutes. Donc voilà, c'est vous dire à quel point j'y croyais pas. Et au final, j'ai même pesté sur Skelmos qui partait en solitaire. J'ai dit que je ferais mon mea culpa s'il gagnait. Je l'ai évidemment fait. Mais donc voilà, Remco qui revient, ça collabore bien, contrairement à ce que les gens disent. Je trouve que Skelmos a roulé. Bon, évidemment, c'est Remco qui reprenait la plupart du terrain. Mais donc voilà, non, tout ça pour dire un scénario auquel on n'a pas l'habitude et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est même pas anti-Pogacar que de dire ça, hein, ni même pro-Remco, mais enfin, si, il y a le pro-Remco qui a joué dans mon excitation du moment, mais donc voilà, c'était un très très chouette moment de voir ce chrono qui descend, qui remonte un petit peu aussi, puis qui redescend, et voilà, franchement, voir Pogacar qui se retourne, c'est un bon bol d'air frais. Ouais, j'allais dire, ça fait du bien au cyclisme, ça fait du bien à mon cyclisme. Pas effectivement de voir Pogacar battu, mais de voir que tout n'est pas forcément écrit à l'avance et que bah, l'audace ne paye pas systématiquement non plus dans ce sens-là, ou on va dire dans le sens inverse, c'est que l'audace d'avoir malgré tout joué le coup, malgré le fait que Pogacar soit devant, ça a fonctionné. On disait pendant les classiques pavés que pour gagner, il faut oser perdre, qu'un Mats Pedersen était vraiment dans cette optique-là. Alors ça n'a pas réussi pour Mats Pedersen, en tout cas sur les monuments. On n'est pas sur un monument sur l'Amstel, même si pour moi c'est peut-être le sixième monument, si on veut vraiment établir un sixième monument, on va pas rentrer dans le débat maintenant. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que quelque part, je trouve que, alors je suis pas fan de Skelmos, loin de là, mais ça récompense aussi une équipe qui, depuis le début de la saison, et peut-être certainement aussi son passé, ne se cache pas. S'il y a bien une équipe qui, ces derniers mois, joue chaque course pour les gagner, que Pogacar, Van Der Poel ou Evenepoel soient présents, peu importe, ils le font, c'est eux. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, c'est ce que je mettais sur Twitter, c'est est-ce qu'on ne vient pas finalement de voir la plus belle course de la saison? On avait déjà dit ça du Tour des Flandres, on avait déjà dit ça avant ça de Milan-San Remo. Mais ici, on a effectivement Pogacar qui part seul, qui est rattrapé. On a Remco qui parvient effectivement à reprendre du temps sur Pogacar. Et on a Skelmos qui bat les deux monstres et qui ne s'est pas non plus totalement caché, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est quand même lui qui relance l'assaut. Donc, non, non, c'était une course qui restera certainement dans les annales de cette saison en tous les cas. Ouais. Oui, je pense Ouais. que vous avez tout dit. Vous savez combien je suis supporter de Pogacar et je vais pas le cacher. Quand le sprint est arrivé, j'étais devant mon écran. Allez, allez, Tadej, parce que j'adore Pogacar. Et après, je suis quand même content que Skelmos gagne. Parce que tu l'as dit, il bat les deux fantastiques. C'est quand même, franchement, un mec qui bat deux fantastiques comme ça, ça fait quand même vraiment du bien. Et, et en fait, peu importe qui gagnait, c'était top parmi les trois. C'était, quoi qu'il Mhm. arrive, c'était génial parce que pour moi, même si Pogacar gagne, ben, il a montré qu'il était prenable, etc. Donc même s'il l'emporte au sprint, c'est peut-être un peu moins bien parce qu'on aura toujours ce côté, mais à la fin, il gagne toujours. Mhm. Mais c'était quand même déjà top de voir qu'il peut se faire reprendre et qu'il n'est pas toujours un extraterrestre, quoi. Donc ouais, c'était super. Mais en dehors de ça, même si évidemment c'est le grand événement marquant, en dehors de ça, il y a d'autres enseignements peut-être à tirer Ouais. des deux courses qu'on vient de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, tout simplement, vous? Euh, j'ai envie de retenir, bah oui, que Pogacar, pardon, est prenable et que Remco, si, s'il n'a pas de soucis, sera, enfin, fera une grosse saison, déjà la semaine prochaine, mais aussi en juillet. Encore un petit mot pour Van Aert, qui pour moi
Bah, il montre que sur des courses de résistance, il monte quand même en puissance. Et là, il a plus d'explosivité, visiblement. On sait qu'après un stage, après une blessure, c'est ce qu'on reprend en dernier. Donc la résistance est là, l'explosivité revient. Donc j'ai confiance pour la suite de sa saison. Et sinon, pas encore d'enseignement pour Nace parce qu'il est tombé et que c'est pas forcément la course qui lui convient le mieux. Et Pidcock, je sais que tu voulais en parler. Ben voilà, il est un peu déçu sur ces courses-là. Maintenant, moi, est-ce que je suis pas forcément surpris dans le sens où pour moi, Pidcock a toujours été un très grand coureur, mais c'est un coureur qu'on surcote et qu'on sous-cote en même temps. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un coureur banal, on le sous-cote. Quand on dit qu'il peut aller battre des Pogacar ou autre, on le surcote. En fait, c'est un gars qui va être capable de fulgurance, mais là, il est à sa place en fait. Sa place est un peu dure, mais il a des jours comme ça où il finit où il roule comme aujourd'hui. Il y a des jours où il va faire des plus beaux résultats comme Austrade, mais voilà, ce sera jamais toute la saison. Et tant mieux, hein, ça montre un côté humain aussi, mais il va jamais être juste derrière les fantastiques toute la saison. Ouais, pour te lancer, Romain, c'était ça en fait. Moi, je voulais parler de Pidcock. En fait, j'ai même pas envie d'en parler moi. J'avais juste la question à vous poser. Est-ce que là, on clôt définitivement le débat et est-ce qu'on rejoint Alexis sur ce qu'il a dit? Pidcock est un très bon coureur parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas un fantastique et il n'est même pas une catégorie entre les fantastiques et les bons coureurs. Il est parmi les très bons coureurs, tout simplement, mais pas une catégorie à part, quoi. Bah, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que Pidcock, depuis le tout début, hein, je pense que c'est sur la Lula Tour ou le Tour d'Oman, je ne sais plus, où il est déjà fort présent et très fort. On l'a vu sur l'Estradé, le seul à pouvoir même attaquer, Tadej Pogacar. Mais clairement, c'est vrai que. Alors, il est aussi dans une équipe qui n'a pas nécessairement toute l'infrastructure, entre guillemets, de ce qu'il avait chez Ineos. Il y a peut-être ça aussi qui peut jouer, sait-on jamais, avec évidemment une intersaison qui était un peu plus compliquée, parce que son transfert a été annoncé très tard, hein, finalement. Donc, peut-être qu'on peut imaginer que la préparation n'a pas été optimale et que pour ces raisons-là, il ne puisse pas prester à tout haut niveau sur l'ensemble, effectivement, de son printemps. Après, Pidcock, si on regarde par exemple Van Aert, même si quand on regarde le palmarès entre guillemets du mois d'avril de Van Aert, mais je pense que 99% du peloton rêverait d'avoir ce palmarès, hein. Il ne fait pas une course au-delà du top 4, à peu de choses près. Mais c'est vrai qu'il est présent à la fois sur les pavés, il est présent maintenant aussi sur les côtes ardennaises. Donc Van Aert fait un printemps qui est très très bon en réalité. Mais effectivement, peut-être une année un tout petit peu de moins bien ou autre, mais il montre que il y a des gens qui sont vraiment une catégorie au-dessus de ce qu'était encore Van Aert il y a 2-3 ans. Et c'était une catégorie que Pidcock essayait d'atteindre. Donc Pidcock n'a pas passé le step. Et donc c'est logique qu'il soit finalement un petit peu en dessous, à l'instar de gars comme peut-être un Stephen Kung sur les pavés, ou peut-être ici un Ben Illy, hein, un Ben Illy qui était un peu la révélation il y a 2 ans sur les Ardennaises, qu'on a déjà vu ici depuis quelques jours, notamment sur l'Amstel, mais qui est aussi fort et aussi bon soit-il, il reste effectivement en dessous de la catégorie des très bons. Et pour faire un peu la boucle, tu te demandais, Damien, ce qui nous a un peu marqué depuis le début de ces Ardennaises, donc en gros sur la Flèche Brabançonne pardon, et l'Amstel, c'est Remco. C'est marquant et c'est pas marquant. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on doute de lui, à chaque fois qu'on se dit, ouais, mais il va enfin, il fait que revenir, il était blessé assez longtemps, psychologiquement c'est dur, mais à chaque fois il revient plus fort. C'est ça qui est hallucinant avec ce garçon. Et ici, sur l'Amstel, il gagne pas, c'est vrai. Mais imaginez un petit peu Remco qui revient, et il l'a dit lui-même, c'était plus difficile que sa chute sur le Tour de Lombardie il y a 4-5 ans. Alors évidemment, on est dans le court-termisme et le fait que forcément, c'est plus prégnant dans son esprit ce qui vient de se passer ici il y a quelques mois que ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Mais enfin, on a quand même un coureur qui dit de lui-même, ah, j'ai vécu comme la période la plus noire de ma carrière, et qui revient, qui bat Van Aert au sprint. Alors ouais, Van Aert se loue complètement sur son sprint et compagnie, mais il bat quand même Van Aert au sprint. Et ici, il revient sur Pogacar. C'est pas Skelmos qui revient sur Pogacar. Skelmos lance les trucs, mais c'est, comme le dire, c'est Remco qui revient sur Pogacar. Donc, il vient de prendre un boost mental et psychologique qui est extraordinaire. Et donc, on a l'impression que Remco, c'est un garçon qui ne fait que progresser, contrairement justement à un Pidcock, contrairement peut-être aussi à un Van Aert qui a atteint peut-être un plafond de verre. Mais donc Remco, là, on sent que
il peut encore progresser. Je ne serais pas étonné qu'il fasse la flèche juste pour décrasser l'Amstel. Mais par contre, il y aura match hein, avec Pogacar sur Liège. Quand on Ouais. voit ce qu'on a vu aujourd'hui, quand on sait que Pogacar a été un peu limite pour rattraper Van der Poel avec toutes les conséquences, toutes comment, les aspects qui se sont passés, la chute, le fait qu'il change de vélo 2 fois, etc., on peut encore en discuter. Mais enfin, on voit quand même que Pogacar, voilà, il a ses faiblesses aussi. Là où Remco arrive seulement en forme. Donc il va vraiment y avoir un match, je pense, sur Sur- Liège. Surtout Ouais. qu'on peut aussi, c'est juste 2 minutes, on peut aussi se dire Mm. que, bon, Pogacar, on peut parler des raisons de sa forme du jour, hein, enfin, il y a plusieurs potentielles réponses, mais Remco l'année passée, alors oui, il nous a toujours prouvé qu'il était fort, mais on a quand même pris un mini coup derrière la tête après le Tour de France et après le Tour de Lombardie en se disant, ben, oui, ok, Remco est très fort, mais il y a quand même un immense gap avec Pogacar. Et là, aujourd'hui, bah, il le rattrape, Pogacar, ce qu'on n'a encore jamais vu. Donc, moi, c'est limite le Remco le plus impressionnant que j'ai pu voir face au tout meilleur, enfin, au meilleur coureur du monde, potentiellement de l'histoire. Donc, voilà, c'est le Remco On, qui m'a potentiellement le plus impressionné depuis le début de sa carrière. on a envie Allez, d'être allé j'exagère un peu, mais. dans. Non, mais c'est très bien que tu dises ça parce qu'en fait, ça allait faire le lien avec autre chose que j'allais dire. Euh, on va y revenir sur Liège. Vous vous projetez déjà loin. Je vois que vous avez hâte et moi aussi. Hein, mais euh, moi, je voulais juste dire ce que ça m'a laissé en fait comme impression la flèche et la flèche de Brabanson donc et l'Amstel. Euh, Skelmos est venu un peu foutre en l'air tout ce que j'allais dire. C'est-à-dire que j'allais dire ça montre vraiment une hiérarchisation dans le cyclisme qui est de plus en plus claire. Et je voulais parler de Van Aert aussi en disant que là, on a encore vu sur la flèche Brabanson, Van Aert, il y a les fantastiques. Et malheureusement, il y a toujours un fantastique au départ des grandes courses où se trouve Van Aert. Et j'ai l'impression qu'il ne peut plus lutter avec eux parce que pour moi, il rate pas son sprint sur la flèche Brabanson. Il est juste moins fort. Il en peut plus. Il est cuit. Oui, et puis, Voilà. oui. Voilà. Et c'est chaque fois comme ça. C'est comme quand il perd ses sprints face à Pedersen. Pedersen n'a pas une pointe de vitesse assurément, même si maintenant je pense qu'il est un peu plus rapide, mais assurément plus vite que Van Aert. Si tu les mets sur un sprint, sur une étape, sur un grand tour, je suis pas si sûr que Pedersen va battre Van Aert. Mais sur la résistance, Pedersen, de nouveau, à chaque fois, Van Aert est un peu cuit et Pedersen, il lui en reste un peu plus. Donc voilà, j'ai l'impression que, après, à voir effectivement, parce que Van Aert, ce qu'il vient de traverser, on verra l'année prochaine si ça peut être mieux. Mais moi, j'ai l'impression maintenant que voilà, il y a une hiérarchisation. Et en fait, on le voit aussi. Donc ça, c'est le côté Van Aert. Et on l'a vu dans l'autre sens, en positif, avec Remco. Lui, Remco, il fait partie de cette catégorie, en fait, tout au-dessus. Et c'est vraiment très hiérarchisé. Mhm. Skelmos, il vient un peu foutre ça en l'air, fatalement. Et c'est là que je vais un tout petit peu relativiser aussi ce que tu dis, Alexis. C'est que, est-ce que Remco a tant progressé que ça? Skelmos, il est là aussi pour taper Pogacar. Donc, est-ce que c'est pas Oui, Pogacar aussi qui est pas du tout le meilleur Pogacar qu'on ait non, connu là pour peut-être. l'instant? C'est juste que Remco a déjà fait des choses extraordinaires, mais jamais face à Pogacar, en fait, tout simplement. Et là, Mhm. En fait, c'est dans l'image et surtout dans. C'est peut-être pas le meilleur Remco physiquement qu'on ait pu voir dans sa carrière, mais là, ce que je voulais mettre en avant, c'est par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière en deuxième partie de saison. Là, c'est mentalement, pour moi, une immense victoire pour lui. Parce que il a réussi à revenir sur Pogacar, ce que personne n'arrive à faire. Donc voilà, ça va lui donner un immense coup de boost pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas une grande victoire? Et alors, on revient au tout début d'émission, peut-être, mais est-ce que c'est pas une grande victoire pour tout le cyclisme et pour tout le peloton Bien sûr. qui, je pense qu'il s'était fait à l'idée que quand Pogacar était parti, c'était fini. Ouais. Est-ce que maintenant, alors je suis peut-être un très gros optimiste là et un très grand rêveur, mais est-ce qu'on peut se dire que c'est la fin? Alors, pas la fin du règne Pogacar, il va encore gagner énormément, et il n'y a pas que mentalement, et c'est pas que tactiquement qu'il gagnait, hein, il est très fort, mais est-ce que quand même, il va pas avoir un peu plus difficile, parce que dans l'esprit des autres maintenant, mais finalement, on peut peut-être aller le C'est rechercher, ce possible. Tadej Pogacar. Oui, après, peut-être, mais tout dépend aussi des raisons. Est-ce que c'est juste que, ben voilà, il suffit de collaborer, entre guillemets, pour revenir sur lui, ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, il était moins bon, que ce soit pour une fringale ou par une fatigue générale ou un contre-coup de Paris-Roubaix. On peut se poser la question. Maintenant, comme tu nous l'as dit aussi, enfin, voilà, comme on l'a déjà dit, euh, à Paris-Roubaix aussi, il reprend pas Van Der Poel, alors que l'année dernière, au Run, ou il y a 2 ans au Run, il lui prend du temps. Donc, ouais, peut-être que on se rend compte que Pogacar sur le plat, au final, est prenable. Donc, ça va. En tout cas, je pense qu'il va pouvoir continuer à s'isoler et à être super fort dans le final sur le plat. Mais ça va montrer aux autres coureurs qu'en collaborant, on peut revenir.
Et ça, il faudrait Ouais. déjà le savoir. Mais Et ça va peut-être aussi le faire lui gamberger, parce que ouais, les autres prennent un boost mental, mais Pogacar qui est battu sur son terrain 2 fois consécutivement, enfin sur son terrain, Roubaix n'était pas son terrain, mais enfin, qui est battu 2 fois consécutivement quand il vient chercher la gagne, c'est pas arrivé depuis 3 ans, je pense, hein. Donc ouais. il y a ça qui joue aussi. Peut-être juste un instant pour revenir sur Van Aert. Assez paradoxalement, moi cette saison de Van Aert, elle me plaît énormément. Parce que oui, c'est vrai, il est moins fort. Il n'a pas réussi, bien, lui était arrivé sans doute à son plafond au moment où des Van der Poel et des Pogacar qui venaient sur son territoire, notamment sur le Tour des Flandres, arrivaient à son niveau. Sauf que ces mecs ont encore passé un step-up. Pareil pour Remco qui est arrivé, lui, comme un boulet de canon et qu'il a dépassé. Et donc, il se rend compte de ça. Et ce qu'on pouvait reprocher à Van Aert les autres années, les autres saisons, cette année-ci, on ne peut pas les reprocher. C'est-à-dire que jouer l'attentisme, se laisser emmener, puis... Non, ici, il essaye. La Flèche Brabançonne, c'est lui qui attaque. Il essaye. C'est ça qui est gai à voir aussi. Et c'est comme ça, avec un Skelmos, on l'a vu, aujourd'hui sur l'Amstel. Ce sont des mecs qui bah, s'en foutent. Ils sont là pour peut-être se faire plaisir, entre guillemets, ou quand même pour tenter, on ne sait jamais. Et voilà. Et il y a une fois où de temps en temps, ça passe. Et du coup, bah, Wout, je... enfin, il n'a certainement pas fini sa saison. Il ne fait que prendre aussi des kilomètres dans les jambes. Je serais curieux de voir comment ça se passait pour la suite. Alors, effectivement, en point UCI ou autre, ça ne rapporte pas grand-chose, mais voilà un mec qui va certainement chercher des étapes à gauche à droite sur les grands tours, comme il a déjà fait par le passé, mais on va peut-être avoir un Wout van Aert qui est libéré aussi, parce que maintenant son printemps a terminé. Bon, ça n'a pas fonctionné à la mesure où il n'a pas gagné, mais au moins il a essayé, il a attaqué, il s'est rendu compte que quand il le fait, ben, on parle de lui en bien, qu'il n'a plus nécessairement toute cette pression qu'il avait de la part du public belge principalement et flamand en particulier. Et donc tout ça va peut-être faire que ça va le libérer, je sais pas. Mais on a un printemps effectivement assez remuant et des Mm. Ardennaises qui en tous les cas au début l'ont été aussi. Je pense qu'on s'est tous regardés après Roubaix en se disant maintenant que les paris sont terminés, Ardennaise, all-in pour Pogacar. Ouais, ben, en voilà deux qui ne gagnent pas. Vous allez me dire, ben, la Flèche-Wallonne n'y était pas, donc forcément, il n'a pas gagné. Mais ici, l'Absol, il ne la gagne pas, et c'est loin d'être sûr qu'il va aller jouer la gagne sur la flèche. Enfin, jouer la gagne, il le fera, mais qu'il a gagné la flèche et Liège. Quand on voit la course d'aujourd'hui, quand on peut imaginer la fatigue physique, mais peut-être aussi mentale, qui est en train d'arriver, c'est loin d'être fait. Et donc peut-être qu'au final, alors qu'on s'est tous dit cette année-ci, mais on arrive dans le règne, tu l'as dit Damien, des 2 ou 3 ultra puissants, le cyclisme n'est plus gai à voir parce que c'est tous les mêmes qui gagnent, eh ben, on est peut-être en train d'avoir justement, assez paradoxalement, le printemps qui va nous montrer que c'est pas forcément vrai. Mhm. Mm. À fond. Mais justement, j'ai une question qui reste un tout petit peu sur les conclusions pardon, à tirer et qui fait le lien avec les prochaines courses. Et tu viens d'en parler, tu viens de parler d'une fatigue générale et mentale. Alexis avait évoqué aussi, soit cette fatigue, soit un coup de moins bien aujourd'hui, ce qui n'est pas non plus exclu. Euh, Est-ce que euh, vous voyez Pogacar encore vraiment le grand favori? Si pas, est-ce qu'il y a un autre grand favori pour les Ouais. courses à venir? Ou est-ce que c'est plus ouvert que jamais finalement? Ou en tout cas que toutes ces dernières années? Bah, ouais, non, je pense que quand Pogacar débute une course, il reste le favori. Parce que on lui accorde le bénéfice du doute, entre guillemets, en se disant qu'aujourd'hui c'est juste un jour moins bien, mais le Pogacar qu'on a pu voir sur le Run ou sur le Tour l'année dernière reste le favori de Liège, ça c'est quand même clair et net. Maintenant, sur la Flèche Wallonne, il est prenable. Il y a plusieurs gars qui peuvent venir l'embêter sur la Flèche Wallonne, on va en parler directement. Euh, mais pour parler de deux gars qui. Enfin, ouais, non, c'est pas des gars que je vois battre Pogacar sur la Flèche Wallonne, évidemment, mais je voulais juste faire une petite mention pour ceux qui m'ont plu aujourd'hui. Après, je reviens sur la Flèche Wallonne. C'est Élie Grégoire Barré, qui j'ai trouvé super fort. McNulty était monstrueux, et aussi belle attaque de Julien Alaphilippe avant d'exploser totalement. Mais ceci dit, j'ai plus vu une attaque comme ça de Julien Lafilippe depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je me dis, ben, pour revenir sur la Flèche Wallonne, je le vois pas battre Pogacar, mais il a quand même fait décrocher tout le monde hein, sur une partie très raide. Donc Mhm. au final, si on a une course très calme, ah oui, ce que je n'imagine pas, on y reviendra, pourquoi pas aller chercher une belle place pour Julien Lafilippe. Sur sa course.
Ouais. Ouais, Ouais. mais c'est vrai que Pogacar reste effectivement, j'aime assez bien l'expression, comme Alexis dit, hein, quand Pogacar prend le départ, il est favori. Euh, Bah, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple. Et bah, déjà, il y aura Remco qui a montré, parce que c'était la grosse inconnue, mais voilà, il vient de montrer ici en 2 courses que bah, il est déjà présent, il est déjà à un très bon niveau, et il ne va faire que s'améliorer. Skelmos vient de nous montrer que on sait les battre, qu'ils peuvent être là aussi. Et puis, entre guillemets, petit hommage aussi ici à Pogacar. euh, c'est le seul coureur qui joue à la gagne sur les Flandriennes et qui joue à la gagne sur les Ardennaises, hein. Je veux dire, on a Van Aert qui vient ici de faire, entre guillemets, illusion sur les 2 Ardennaises. La Flèche, forcément pas. Liège non plus. Mais sinon, Pogacar, il vient de se partir toute la campagne des Flandriennes ben, face à Van der Poel qui n'a jamais été aussi fort, face à Ganna qui n'a jamais été aussi fort, face à Pedersen qui n'a jamais été aussi fort. Donc il a dû quand même turbiner. Et maintenant, il se retrouve face à un Remco qui arrive en pleine forme, un Skelmos qui va arriver tout au réveil de sa victoire à l'Amstel. Et effectivement, tu viens d'en citer plusieurs, on va encore en citer par après, mais euh, c'est un printemps de fou, hein, pour Pogacar. Et donc, alors oui, a priori, c'est le favori parce qu'il est le plus fort, il est le meilleur coureur du monde. Mais est-ce que, même en étant meilleur coureur du monde, on peut gagner toutes les courses comme ça sur une saison complète? Eh ben, on est en train de voir finalement, en train de se rendre compte peut-être que on a peut-être cru trop vite que le gars était imbattable et qu'en réalité, ça reste un coureur humain comme d'autres. Moi, j'ai envie d'être d'accord avec vous sur le fait que Pogacar reste de toute façon le favori quand il est au départ d'une course et même malgré ce qu'on a vu. Maintenant, moi, je pense vraiment que c'est pas un mauvais jour. Je pense vraiment que c'est une fatigue et que la coupure va lui faire du bien. J'ai été très 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 surpris qu'il ait pas repris Van Der Poel à Roubaix quand il s'était rapproché. Oui, moi aussi, en fait. Donc déjà là, je me suis dit, ah, elle a l'air un peu moins bien là. Pogacar, peut-être besoin de souffler. Aujourd'hui, ça confirme un peu les choses. Maintenant, on peut toujours aussi rappeler que bah, il est parti de loin, que c'était fort vent de face. Bon, Remco a fait beaucoup, beaucoup de boulot tout seul, mais il a quand même eu un peu ce qui est le Mose pour aider. Donc, on peut trouver plein de trucs. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il reste favori si il commence à intégrer un petit peu de tactique dans sa façon de courir. Oui. Et Ça reste le franchement, plus explosif, hein. oui, voilà. Alors, C'est justement, ça. je me demande, bon, la flèche, c'est une course à part, évidemment, la flèche wallonne, mais Liège, je me demande si Pogacar va intégrer ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, et va courir un peu plus défensivement. Parce que pour moi, en fait, c'est ce qu'il doit faire. Il doit plus partir d'aussi loin, il doit pas essayer de faire un solo. Et s'il court un peu plus défensivement, ça reste l'énorme favori. Parce que s'il met une Ouais. mine, bah, même pour des Remco, etc., ce sera quand même dur de suivre. Et je suis très curieux de voir comment il va courir, en fait. Je sais pas s'il peut intégrer ça. Parce qu'en fait, le problème de Pogacar, c'est qu'il a toujours été tellement au-dessus. Je sais pas s'il est bon Pas besoin tactiquement de ce tactique, gars-là. En ouais. fait, il appuie. Voilà, il a jamais eu besoin, donc on ne sait pas. Il appuie sur les pédales, il gagne. Voilà, c'est tout, C'est hein. ça. Donc Mais ça va devenir intéressant. on est plusieurs à avoir souri sur Twitter, notamment depuis les Flandriennes, en disant bah oui, Pogacar va tout gagner au niveau des Ardennes, ça va être all-in, et il va partir dans la deuxième ascension du mur de Oui pour la Flèche Wallonne. Ben, un Pogacar tel qu'on l'avait aujourd'hui, il a tout intérêt à se préserver et à faire une course de côte, comme on l'a vu tellement souvent de fois, pas forcément avec Pogacar, hein, mais avec les autres. Donc c'est clair que la tactique ici, il faudra voir qui est dans la voiture derrière aussi pour le driver, mais la tactique risque effectivement de prendre plus de place que, à l'ordinaire, dans la mesure où effectivement écraser les pédales ne suffit plus parce qu'il manque un peu de jus ici en cette fin de printemps, et ce qui est tout à fait logique. Du coup, ça ouvre une porte à certains coureurs. Enfin, vous avez des noms précis sur une course de côte qui peuvent aller chercher Pogacar? Oui, Bah, oui, je pense qu'il y en a pas mal. Enfin, pas mal. Pas mal de gars qui peuvent y prétendre. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver, je ne sais pas. Euh, Maintenant, j'ai quand même envie de dire, est-ce que ça va être une course de côte? Peut-être dans le sens où je pense en effet que Pogacar va attendre le mur de oui en se disant, bah, je suis le plus explosif, c'est là que je vais aller gagner cette course. Et il devrait faire pareil avec Liège, attendre la Rochefoucauld. Mais pour revenir à la Flèche Wallonne, je pense que c'est l'année peut-être où justement, on en parlait avec Tib sur Twitter juste avant l'émission, c'est peut-être l'année pour avoir une course qui se joue avant le mur de Huy. Parce que, pas Pogacar, mais parce qu'il y a Remco. Et Remco, lui, a pour moi tout intérêt, je suis d'accord avec Tib là-dessus, tout intérêt à attaquer dans Dancherave, qui est pas loin de l'arrivée et qui est compliqué. C'est 1 km 7,6%, 1 km et demi quasiment, avec un petit replay à la fin où on sait que Remco aime bien attaquer. Donc j'ai l'impression que lui devrait ou pourrait attaquer là, ne fût-ce que pour se tester pour dimanche. Et ça pourrait faire beaucoup de dégâts.
Et donc voilà, d'où le fait que pour moi, ce ne sera pas forcément une course de côte, contrairement à ce qu'on a chaque année. Donc je ne réponds toujours pas à ta question, c'est apparemment ce que je fais tout le temps aujourd'hui, mais je ne m'attends pas à une Ah! course de côte, c'est ça que je voulais dire. Non, mais ça pourrait être très intéressant. Déjà, le raisonnement est intéressant et ça pourrait rendre la course vraiment sympa. Romain? Ouais, moi je m'attends à une course de côte. Parce que Pogacar, effectivement, ne va pas démarrer comme un fin fou dans RF, mais d'autres vont le faire. Un Benili ne va jamais gagner au sprint. Un Benili va partir à 30 bandes de Mm. l'arrivée dans la dernière côte d'RF ou un truc comme ça. Sauf que qui va rouler derrière? Ça va être la Lidl. Skelmos, en principe, est un des deux, trois mecs capables de battre Pogacar sur le mur de Oui. Et là, en plus, il vient de le battre sur l'Amstel. Donc, pour moi, ça devient, je ne vais pas dire le grand favori, parce qu'on a dit Pogacar reste le favori, mais je ne mettrai pas Remco. Remco n'a pas l'explosivité pour aller. Parce que le mur de Oui, je dirais, il n'y a pas que le fameux S, c'est Oui, oui. vraiment chaud et il faut être il faut être un pur puncher, ce que n'est pas Remco. Remco a un bon punch, il est fort partout, mais donc pour moi, Remco Evenepoel ne sera pas l'adversaire numéro un. Je répète, je ne serais même pas étonné que Remco Evenepoel fasse la course pour prendre du truc, du rythme et peut-être, pourquoi pas, rouler pour un Van Stevenant ou un gars pareil. À Landa, je ne sais pas si Landa va être au début, enfin, sur la startlist, ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais par contre, effectivement, un Skelmos, par exemple, on sait que Lidl n'hésite pas à rouler tant qu'il faut, tenter plus, voire même trop. Alors si en plus ils ont le mec qui vient de battre Pogacar et qui pourrait y aller, ben voilà une équipe qui, à la place du UAE ou avec UAE, va revenir sur les mecs qui seront partis devant. Donc moi je m'attends effectivement à une course de côte avec ben, toujours les mêmes noms qu'on vient de citer. On sait que Mark Hirschi aussi, qui fait un début de saison un peu compliqué, est une valeur sûre en principe sur la flèche. Donc il y a effectivement comme ça une série de mecs qui, sur vraiment une ascension sèche, entre guillemets comme ça, sachant que Pogacar est un peu moins fort, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Et ce sera compliqué quand même. donc, je l'avais dit, on voyait tous en début d'année Thibaut Nice pouvoir battre Pogacar sur la flèche. Est-ce que vous y croyez encore après ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, justement, j'allais parler de Lidl, et donc en même temps, je vais te répondre à cette question-là. Euh, alors, d'abord, Lidl, comme tu le dis, Romain, Rodrigo Binken, c'était un peu son truc, ça l'a énervé sur Roubaix que Lidl roulait si longtemps à l'avance. Et c'est marrant, je suis d'accord avec Rodrigo Minkens à retardement. C'est-à-dire que sur Roubaix, j'étais pas aussi choqué que lui, dans le sens où pour moi, ça allait s'isoler. Alors oui, c'est vrai, euh, ils, ils avaient peut-être pas, c'était peut-être pas à eux de rouler. Après, il y a Stuyven qui chute, il y a Teuns qui chute, donc je ne sais pas si on peut tellement juger leur prestation sur Roubaix. Et oui, Pedersen a crevé, pas de chance, il n'y avait personne pour lui donner la roue, peut-être que s'il n'avait pas roulé, etc. Mais ça reste un peu des circonstances particulières, avec une crevaison, etc. Aujourd'hui, bah, il gagne. Je trouvais qu'il roulait pas bien en prenant les devants, mais il gagne. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui m'inquiète avec eux. Quand tu dis Lidl va contrôler derrière, je reprends le scénario d'Alexis et même le tien finalement, parce que tu parlais de Benili, et si je mets Remco comme Alexis le disait, bah là on a deux rouleurs quand même assez incroyables. Euh, bah, il ne faudra pas que Lidl ait écramé trop de monde avant. Et maintenant, je réponds à la question d'Alexis avec Nice. Le problème aussi, c'est que c'est très bien d'avoir des très bons coureurs, mais qu'il faut une hiérarchie clairement définie. On a vu, Ski ça part sur une attaque, mais ils étaient deux aujourd'hui à l'Amstel, il n'y en a pas un qui allait rouler pour l'autre, hein. Et ça, à un moment donné, si tu te retrouves qu'avec des cartes trop intéressantes, t'es peut-être dans les problèmes. Et alors maintenant, pour Nice en particulier, je vais pas l'exclure sur la course d'aujourd'hui, parce que c'est totalement Non. un autre type de course. Par contre, bah, Skelmos, il vient peut-être de nous mettre une clim, parce que bah, il est dans son équipe, et voilà, espérons qu'ils puissent arriver au pied du mur et tous les deux faire leur montée bien séparément. Mais si à un moment donné, il faut rouler pour quelqu'un, là, je crois quand même que Skelmos a marqué des points. Bah, Bien sûr. d'autant plus que c'est une course à 3200 mètres de dénivelé plus en fait, hein, la Flèche Wallonne. Si c'était comme tout le monde pense que c'est, vu que ça se joue que comme course de côte ces dernières années, enfin depuis toujours, si c'était juste une course toute plate et le mur du à la fin, je pense que Thibaut Nice pourrait revendiquer le leadership. Mais là, c'est 3200 de D+, et on a des gars comme Remco, comme Mili ou autres qui vont très certainement durcir la course. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, Skelmos prend peut-être les devants chez Lidl. Ouais. Pour cette Flèche Wallonne, il y a une équipe que j'attends de voir, c'est la Groupama.
qui était assez discrète depuis le début de la saison et qui vient d'exploser en un week-end grâce à Guillaume Martin, qui, vous l'avez vu, vient de remporter 2 belles courses. On sait que Romain Grégoire arrive aussi en forme. Voilà un mec qui a du punch. Si je suis chez Groupama, je fais attaquer Guillaume Martin dans le dernier tour du circuit local, parce qu'on a vu qu'il peut tenir. Je pense pas qu'il va tenir face au peloton, mais enfin, il peut faire travailler les autres équipes avec Romain Grégoire qui serait là derrière. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, comme quoi la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, c'est qu'il a fallu une course, hein, il a fallu l'Amstel, pour qu'on imagine plein, plein, plein de scénarios possibles, alors que jusque-là, on se dit, bah voilà, c'est Pogacar qui va gagner. Donc, il y a plein de mecs, en fait, qui, en fonction des circonstances de course, vont avoir, enfin, auront une carte à jouer, mais vont se mettre à y croire, parce que Pogacar est battu, on l'a vu ici à l'Amstel. Donc ça rebat complètement les cartes, en fait. Même si, je dis un plein de mecs, ils sont pas non plus 10, hein, on est d'accord, il y a 3, 4, 5 types qui éventuellement peuvent aller battre Pogacar sur un punch. On va voir, mais c'est vrai qu'avec la fatigue accumulée, avec peut-être le doute qui s'installe, sait-on jamais, même si on sait que Pogacar est quelqu'un de très zen, très cool et compagnie, ça peut peut-être gonfler un tout petit peu le lot des concurrents, des rivaux de Pogacar sur la flèche. Liège, c'est encore autre chose. On va rester sur la flèche avant de passer sur Liège. Tu disais 3, 4, 5 types, je vous prends au dépourvu. Je vous donne chacun 3 types. Et on reste sur une course de côte. On exclut le scénario d'Alexis où il pourrait y avoir un coup d'avance. Une course de côte, 3 types qui peuvent le battre. Si vous devez en choisir 3, vous me citez qui? Compliqué. Skelmos, Bah, clairement. Skelmos, ouais, il a déjà fait deuxième derrière lui. Moi, je vais mettre Thibaut Neis, du coup, en premier. Ok. Moi, je vais me mouiller, je vais mettre Grégoire. J'allais mettre Grégoire aussi. Ah ouais, Attends, ok. du coup. Non, mais je Et, peux. et le troisième, je peux? Vas-y. Vas-y, vas-y. J'y crois quand même un petit peu. Lennart Van Eetvelt. Ah, il me grille la politesse, évidemment. Je l'attendais, Lennart. Du coup, Moi, moi, je vais c'est mettre. dans mes 3 aussi. J'y crois pas trop, mais gagnant de l'année dernière, Williams. Ouais. Moi, je vais mettre Van Eetvelt. Je vais mettre. Alors, j'ai été déçu aujourd'hui. En fait, sur le profil, j'ai envie de le citer, mais j'y crois pas trop vu ce qu'on voit depuis le début. Mais Buitrago. Mm. Et, euh, et, 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 et en fait, j'ai pas vraiment le troisième nom. Je vais pas citer. Je vais dire Skelmos quand même, évidemment. Je vais dire Skelmos quand même, évidemment. Et je ne sais pas s'il y est. Et je vous avoue, j'ai su un peu moins suivre le cyclisme depuis le début d'année. Je ne sais pas ce qu'il fait depuis le début d'année. Mais un garçon comme Chicone est toujours intéressant aussi sur ce genre d'effort. Mais voilà, je pense qu'on l'a pas beaucoup vu et je sais même pas s'il est sur la start list. Donc voilà. Ok, j'allais vous demander 14 de Van Eetvelt, mais voilà, je pense qu'Alexis voulait peut-être le citer aussi. Romain, tu l'as cité, je l'ai cité, donc on va suivre ça de près. Vous n'étiez pas un peu surpris qu'il n'était pas sur l'Amstel? Si, parce que limite, moi, je le vois plus fort sur l'Amstel que la flèche encore, donc je suis surpris. Et je le vois plus jouer la. Enfin, c'est dur à dire. En fait, en sprint de coach, je le vois très fort, mais sur du 20%, je sais pas si. Ouais, je sais pas. En fait, c'est comme un Pitcock, c'est un gars, c'est un humain, et ça va dépendre des jours. C'est vrai que s'il est dans un très bon jour, je le vois jouer la gagne mercredi. Mais sinon, je l'imagine plus briller sur le terrain de dimanche que celui de mercredi. Mais bon, je peux me tromper. Mais c'est Ok, donc, du coup, oui, très surpris qu'il n'était pas là aujourd'hui. Du coup, allez, il va avoir un. Oui, du coup, il va avoir un avantage sur les autres, c'est que c'est le seul qui n'aura pas fait d'Amstel. Et donc, il sera peut-être un peu plus frais pour attaquer cette flèche. Maintenant, effectivement, pourquoi n'était-il pas au départ de l'Amstel? Ça, honnêtement, je n'ai pas eu passer l'info, je ne sais pas très bien. Et tant qu'on en est au puncher belge, il y en a un nom qu'on n'a pas cité, c'est Maxime Van Gils, qu'on aurait Ouais, certainement cité les yeux fermés en début de saison, ouais, mais ouais. qui, depuis le début du printemps, à l'image, je trouve, hein, de l'ensemble de son équipe, Red Ouais, c'est Bull, on clair. s'enflammait, hein, il faut franchement le dire, on s'enflammait pour le recrutement axé vraiment sur le printemps. Et au final, si on enlève Roglic, Red Bull, il n'y a pas grand-chose depuis le début de la Non, saison. c'est Oui, il y a clair. Wellsford qui était marqué, gagner 2 sprints en tout début de saison, mais c'est un peu pauvre.
Et du coup, ben, Van Gils sera normalement un des gars à suivre aussi. Il sera présent. En temps normal, Van Gils, pour moi, était dans les trois capables de battre Pogacar sur une ascension sèche comme celle-là. Mais là, aujourd'hui, j'aurais pas envie de le mettre. Mais ce sera plutôt mon joker du coup, parce que effectivement, comme Van Aert, on sait pas encore, c'est les deux coureurs qu'on ne sait pas encore vraiment juger, je trouve, parce qu'on les a pas vraiment vus ici ces derniers Surtout qu'il jours. a abandonné aujourd'hui. Hein, Sur donc, chute. Ouais. Bah, c'est ouais, sur sur chute, chute. donc ça me fait un peu peur. Ouais. Et en fait, oui, le problème avec Van Gils, c'est aussi qu'il a eu des soucis parce que sur d'autres courses de moindre envergure, on l'a quand même vu très très costaud. Moi, je pense que Oui, c'était c'est pas vrai. mal. Son acclimatation chez Au Red Bull début. avait l'air de bien se passer. Il était bon. Et puis après, bah oui, il y a eu des soucis. Et malheureusement, aujourd'hui, la chute, donc on n'en sait pas beaucoup sur son état de forme. Mhm. Mais je vous propose de passer à Liège. On a déjà un peu évoqué fatalement avec Pogacar. Et Alexis, tu parlais d'une attaque plutôt de la Roche au Faucon, de voir Pogacar un peu plus calme. Euh, Ça, c'est pour un des grands favoris. On va pouvoir en reparler évidemment. Et je vais tout de suite vous poser la question aussi pour le deuxième grand favori qui est Remco, même s'il y aura peut-être d'autres noms. Euh, et Remco, qu'est-ce qu'il doit faire lui, tactiquement? Mhm. Pour moi, il doit attaquer avant. Ah, qu'est-ce qu'il va faire tactiquement? Peut-être, je dirais, moi, s'isoler avec Pogacar et essayer de l'user comme il a usé Van Aert. Euh, alors, attention, je ne dis pas que Remco est plus fort que Pogacar, mais voilà, Remco peut s'abriter derrière Pogacar. Pogacar ne peut pas s'abriter derrière Remco. C'est toujours ça le problème quand on roule avec Remco. Il est tellement aérodynamique, tout le monde le dit, que c'est horrible de rouler avec lui. Donc moi, c'est la tactique que j'utiliserais si j'étais Remco. Et que Ouais. j'attaquerais donc dans la redoute. Ok. Oui, et enfin, forcément, je connais bien l'endroit, mais on parle souvent de la Redoute. Euh, c'est juste après la Redoute, hein, la fameuse côte de Cornemont. Quand on dit une Mhm. côte, si vous regardez un petit peu le profil Strava à Rose, vous allez voir, ouais, c'est du 2,5 ou 3% de moyenne sur 2,5 km, ça vaut rien. Ouais, parce que c'est comme ça. C'est un faux plat terrible. Vous venez de vous arracher les poumons dans la Redoute avec des passages à 20%, où vous avez tout le peloton qui est derrière, tout le monde est à bloc, à bloc, à bloc. Puis vous redescendez de la Redoute sur la droite, et puis paf, angle droit sur la gauche, et vous remontez sur cette fausse côte, ce faux plat qui est une tuerie. On se rappelle que, je pense que c'est lors du premier succès de Remco, il fait exploser. Non, c'est le deuxième succès. Paulès. Il fait exploser. Non, non, Powell, Ah, c'est le le deuxième. premier. Oui, Le oui, oui, deuxième, oui. c'est effectivement, il T'as fait explosé exploser Pitcock. 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 Ouais. Ouais, C'est Pitcock. Pitcock qui est Mhm. dans sa roue, et puis qui à un moment dit, c'est bon, je vais terminer Mhm. dernier si je continue, je me laisse décrocher pour essayer de jouer à la deuxième place. Et là, effectivement, dans cette idée d'inversion de courbe de forme, si Remco parvient, enfin, si Remco attaque dans la redoute et que Pogacar est le seul à le suivre, en tout cas qu'ils abordent cornément à deux, ils ont tout intérêt à collaborer. Et Remco, il faudra voir aussi évidemment, il ne doit pas en faire de trop. Ça, c'est toujours le problème de Remco Mhm. aussi. Mais il peut user, il peut essorer, je pense, Pogacar dans cette dans ce long faux plat. Après, on redescend, on est très vite arrivé aux forges, et puis ça ne fait que monter, descendre. Euh, C'est vrai. Après, il faudra voir aussi. Il faudrait garder une bonne grosse trentaine de secondes au pied de la Rochefaucon, parce que la Rochefaucon, c'est quand même assez costaud, hein. Mais par contre, j'ai pas le sentiment que quelqu'un pourra se détacher de la Rochefaucon. Je pense que s'ils arrivent au pied de la Rochefaucon avec un petit Hein. groupe, ça va se jouer un petit groupe à Liège. Ok. Moi, je suis sûr, et j'ai un très bon argument, vous allez voir, j'ai toujours les arguments très scientifiques et très physiques qui vont se retrouver à un moment donné, en tout cas, eux deux en tête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la saison des liserés à l'avant. Je sais pas si vous avez fait gaffe, sur toutes les grandes courses, on a chaque fois des groupes avec que des champions du monde. C'est Hmm. hallucinant. Et enfin, moi, c'est des images qui me marquent de voir chaque fois des petits groupes avec très souvent, plusieurs fois, on a vu que des liserés et des fois juste un gars capable de les accompagner. Voilà, rien que pour ça, à un moment donné, ils vont être soit eux deux, soit avec un petit troisième qui va s'incruster. Plus sérieusement, c'est automatiquement pour Pogacar ou Remco, ou on peut revivre Non? une surprise comme on a vécu sur l'Amstel. Oui, on pourrait. D'autant plus si Pogacar est en effet en fin de cycle, qu'il arrive à suivre Remco et que il hésite, parce que trop cuit, il hésite à collaborer avec Remco et que Remco s'énerve. Ce qui arriverait si Pogacar ne collabore pas avec lui. Donc là, ça pourrait revenir de derrière. Ouais. Mais suivre l'attaque de Remco et de Pogacar, j'ai du mal à l'imaginer.
Après, peut-être, hein, aujourd'hui, Remco, c'est sur le plat qui fait la différence, hein, c'est pas dans les côtes. Mhm. On a aussi des garçons qui seront là, qu'on n'a pas encore vus aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais Alexis, tu l'as dit, hein, quand on revient de blessure, l'explosivité, c'est la dernière chose qu'on travaille. Et donc, effectivement, Remco n'aura peut-être pas la puissance dans la redoute qu'il avait il y a 2 ans. Mhm. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'en dehors d'une échappée matinale, j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre avec Remco et Pogacar, si tant est que les deux soient ensemble, au sommet de la redoute. Et Ouais. si tu bascules avec 20 secondes, enfin, pas au-dessus, mais si tu prends encore Cornement avec 20 secondes d'avance, effectivement, si Remco va y aller directement, mais s'il voit que Pogacar a un peu du mal, etc., il va vouloir un petit peu temporiser. Et si derrière, il se rend compte qu'ils peuvent revenir, bah, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bah, Amstel, on l'a fait, on va le faire, les gars. Et pour peu, c'est ça le problème évidemment de Liège, c'est que euh, les pourcentages, vous allez me dire, il y a le Keutenberg à l'Amstel, mais les pourcentages à Liège sont plus forts. Et donc, Ouais. quand il y a besoin de récupérer, euh, il faut plus souffler, entre guillemets, que sur l'Amstel. Et donc, c'est là où il y a quelques coureurs, un Van Der Poel est dans ce cas de figure-là aussi, mais forcément pas ici sur Liège, mais qui sont capables, une fois que l'effort a été fait, d'encore en mettre une quelque part. Et c'est en Mhm. ça que pour moi, effectivement, Pogacar et Evenepoel sont les deux favoris de Liège, parce que même un Skelmos, qui est peut-être plus rapide, plus explosif, que sais-je, n'a pas cette faculté, en tout cas, n'a pas encore démontré, peut-être qu'il l'a cette année-ci, mais n'a pas cette faculté, je trouve, de pouvoir en remettre encore une couche quand tout le monde est vraiment sur le cigare. Et je vois pas trop qui d'autre peut le faire pour l'instant. Mais par contre, effectivement, s'ils arrivent à 6-7 derrière, qui parviennent à maintenir un écart, ben, je le disais, la Rochefoucauld, c'est presque, entre guillemets, trop difficile que pour faire un écart. Mais par contre, tu peux garder le petit groupe de tête à portée de fusil. Et puis, ben, si tu es à 5 ou 6, sur les 15 dernières bornes, même si ça va vite descendre sur Liège, si tu te relais, ben, tu peux reprendre deux mecs qui seront cramés, hein. Donc, c'est Mhm. jouable. C'est jouable, mais ça reste compliqué. Et dans un scénario d'anticipation, pas possible. C'est partir de trop loin, peut-être. Bah, si, dans Je, Rosier, ou je sais pas, profiter que ça se regarde un peu, c'est toujours possible. je pense à Banili, qui le fera peut-être pas et qui est peut-être trop surveillé, mais c'est typiquement le mec que je vois, qu'on pense toujours reprendre et que parfois on ne reprend pas. Ah, tu veux dire les battre, du coup? Je veux Euh, dire, oui, je veux dire anticiper et finalement ouais. ne pas être pris. Bon, après, Non, je ça, je vais pas pense mettre pas. un scène dessus, hein. Je vous dis juste, est-ce que c'est possible qu'un scénario d'anticipation puisse les surprendre? On ne voit presque plus Je, jamais ça, hein, mais- je ne pense pas parce que les équipes des leaders, surtout UAE, seront trop forts et vont contrôler. Maintenant, qu'un groupe d'anticipation joue la gagne parce que Pogacar leur aura repris avec Remco à 30 secondes dans la redoute et que du coup ils basculent ensemble, ça je peux l'imaginer. Mais qu'ils gagnent et que Pogacar et Remco ne reviennent pas sur eux, ça non. Parce qu'il y aura des équipes qui vont rouler. Est-ce que UAE va être si fort? Narvaez vient d'abandonner. McNulty était très très bon, hein, mais est-ce que UAE va être McNulty, si fort? bah, on n'a pas encore toute la start list, mais bon, oui, ça dépend En déjà de général, forme ils de sont forts. Narvaez, en effet. Bon, Novak est toujours très fort, hein, même si on s'en rend pas compte. Ça dépendra de la start list. Sinon, il y aura Lidl Trek aussi qui pourra rouler, qui sera fort. Et même, en fait, parce que moi, j'allais te dire, parmi les surprises potentielles, j'allais dire surprise en termes de niveau, j'allais te parler de Maximilian Schachmann. Mhm. Mais lui, il marche très bien cette année. Donc, lui aussi pourra rouler pour Remco si jamais. Et donc, voilà, moi, j'imagine quand même les équipes de leaders trop forts que pour laisser plus de 30 secondes à un groupe d'anticipation. Mais ce qui se passe, c'est que une fois que tu arrives du côté allez, à la côte de One, en fait, quand tu arrives à la côte de One, tu as toujours une échappée matinale qui est devant. Mais les mecs ne seront pas assez forts pour tenir, c'est une évidence, parce que les mecs qui seront là sont des mecs qui seront partis rien que dans la descente vers Bastogne, donc ils seront déjà cramés. Sauf qu'à One, vu la complexité qui est encore derrière, tu ne peux pas commencer à attaquer là. Alors vous allez me dire, bah, on a vu quand même des Kung, etc., tenter à 100 bandes de l'arrivée sur un Tour des Flandres ou autre.
Oui, c'est vrai, donc pourquoi pas? Peut-être un Benili, ce serait au suicide, hein, partir, dans la côte de One, dans Stockeux, même le Rosier ou quoi, c'est encore tout derrière, quoi. Et donc j j'ai l'impression que et c'est ça qui, je trouve, peut-être manque un petit peu à Liège, c'est que c'est plus encore que les autres une course d'usure et Mm. avant, on a depuis qu'ils ont retransformé le final et que, au-dessus de la Redoute, on part du coup vers Cornemont et cetera, ça a totalement redynamisé le final. Mais sinon, rappelez-vous, jusque-là, à pas, il faut remonter aux belles années Van den Broek-Bartoli pour voir des attaques dans la Redoute. Mais sinon, c'est quand même souvent sur la fin que ça se, hein, dans la côte de Saint-Nicolas pratiquement, que ça se jouait. Ici, j'ai l'impression qu'on va arriver au pied de la Redoute. Est-ce qu'il y aura encore des gens devant? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais par contre, Evenepoel, Pogacar, ils seront devant. Et donc, une fois que tu arrives avec ces mecs-là au pied de la Redoute, je ne vois pas comment un Benili va prendre du temps sur ces mecs-là sur la fin En tout cas, si Benili attaque dans la Redoute, bah, Pogacar ou Evenepoel vont le suivre. C'est une évidence. Donc, une course d'anticipation, je n'y crois absolument pas sur Liège. Il suffit que je le dise pour que ça arrive, hein. Mais moi, j'y crois absolument pas. Ça va être, je pense, du punch en veux-tu, en voilà, mais voilà, anticipation, j'y crois pas. Je fais vraiment l'avocat du diable, parce que je suis en fait d'accord, mais est-ce que c'est si évident que ça, que si Benili veut essayer de prendre un peu de temps au pied de la Redoute, des Remco Evenepoel et des Tadej Pogacar se tracassent, avec, dans ma réflexion, le Pogacar qu'on vient de voir, le Pogacar habituel, évidemment, il attaque très tôt, le Pogacar habituel qui se dirait, bah, je vais peut-être pas non plus sortir des gens de ma roue et partir et faire j'ai suivi à la Philippe, je me suis fait avoir, je vais pas suivre Illy que je vais distancer très vite et me retrouver encore tout seul devant. Donc je ne sais pas, Remco peut-être plus. Moi, ce que je me dirais, malgré tout, même si eux n'y vont pas, ça je peux encore plus ou moins l'entendre, c'est qu'il y aura encore du monde, même des équipiers, quoi, dans la Redoute. Ouais, Et je que pense. par contre, les équipiers ne laisseront pas sortir Illy, ou en tout cas le maintiendront très peu devant. Mais voilà, j'ai pas envie d'exclure totalement ce scénario parce que je suis un doux rêveur et que je veux vendre du rêve aux gens qui nous écoutent. Oui. Ouais, à voir, mais c'est vrai que il faut, je veux dire, il y a des coureurs qui auraient tout intérêt à essayer parce que de toute façon c'est perdu pour perdu. Donc, Voilà, en fait, Corona, tu dis c'est du suicide pour certains ou même pour un Benili, etc. Oui, mais Benili, s'il essaye pas, de toute façon, c'est perdu, hein. ouais, c'est C'est ça. pas, c'est pas en essayant de la jouer à la pédale face à eux qui va. Parce que on dit. Moi, aujourd'hui, c'est marrant, là, on a une vue un peu différente avec Alexis, parce que tu as cité Illy qui était dans les bons aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé décevant aujourd'hui, par exemple. Ouais, pas mauvais, évidemment, hein, mais j'attends plus encore de Ben Illy, quoi. J'étais un peu Mhm. déçu, Ouais. parce que même dans. Alors oui, il a essayé plein de fois après, derrière, c'est vrai, mais je sais pas. Ouais, Parce que j'ai un petit peu revu mes attentes à la baisse depuis il y a 2 ans aussi, hein, ça oui, il faut le dire. Ouais. ouais, ouais, Mais ouais, il ouais. il faudrait voir dans l'histoire de Liège, enfin dans l'histoire récente évidemment, et honnêtement, j'ai pas souvenir d'un groupe qui ressort entre Bastogne et la Redoute. Non. Je me rappelle pas d'une édition où il y a un groupe, euh, malgré tout le respect évidemment que je leur dois, pas avec deux mecs de Flanders ou de Wallonie-Bruxelles, hein, vraiment avec Hmm. des Mhm. gars qui sont des outsiders. Je n'ai pas de souvenir de ça. Ah, mais après, je C'est... suis d'accord, là, Liège ne s'y prête pas en Non? soi. Mais c'est juste que t'as des coureurs qui, pour moi, auraient tout intérêt à essayer. Et maintenant, c'est peut-être doux rêveur que de dire ça. Peut-être que c'est impossible aussi, parce qu'il y aura un rythme suffocant de UAE ou autre. Mais voilà, comme on dit, perdu pour perdu, il y a des coureurs qui auraient tout intérêt à aller prendre 30 secondes d'avance avant la redoute, parce qu'ils savent qu'ils prendront 30 secondes dans le vent dès la moindre accélération de Remco et de Pogacar. Oui, et Moi, tu as cité Benili. Ben, effectivement, si Benili veut gagner les Bastogne-Liège, il doit partir dans la côte de One, hein, clairement, et essayer d'aller au bout. Je crois absolument pas, mais Moi, je reste ouvert parce que Caleb Ewan a gagné une course, Tadej Pogacar a attaqué et s'est fait reprendre, Guillaume Martin, que j'adore, hein, a gagné 2 courses d'affilée. Donc je me dis là, 2025, c'est Henrik l'année où ça doit Mas, arriver. Henrik Mas, voilà, qui dans la redoute va suivre Banili et dans puis la, va le déposer. dans la Roche au Faucon, hein, c'est un Ouais, truc de vrai grimpeur, hein, pourquoi pas. ouais, ouais, ouais. Et puis au Et sprint, voilà. Mas qui gagnerait au sprint. Bah s'il arrive avec Landa, quoi. Mais sinon, c'est volontiers.
Ou Van Aert. Non. Euh, Petite question un peu subsidiaire. C'est marrant parce que je l'avais noté et vous savez que je vais vous la poser, hein, on va pas mentir. Et puis moi j'ai regardé pour répondre et j'ai pas trouvé. Là où on est tout à fait d'accord, par contre, Alexis, sur l'Amstel, c'est Louis Barré, incroyable. Ouais, Incroyable, la je l'avais pas vu révélation. finir. Ah ouais, ouais. Bah, vous saviez, moi j'avais dit c'est un transfert qui me plaisait parce que c'était dans l'esprit Intermarché, etc. C'est un coureur auquel je croyais beaucoup, je pense, il y a 2 ans. L'année passée, je sais pas s'il a eu des soucis, mais on l'a quasi pas vu. Mais j'y croyais beaucoup parce qu'il était bon sur des Coupes de France. Là, ce qu'il a fait sur l'Amstel, parce qu'il y a Ouais. sa place finale, et c'est un de ceux qui a fourni le plus de boulot derrière. Il était tout le temps à ressortir du groupe. Donc oui, vraiment impressionnant. Euh, Si vous devez trouver le Louis Barré là, de la semaine qui vient, vous me citez qui? Bah, c'est Parce que je veux compliqué. vraiment un inconnu, hein. Je veux pas que vous me citiez. Ouais, c'est ça. Oui, Romain Grégoire peut faire quelque chose. Non, je veux Mais pas non, ça. c'est Je ça. veux le Louis Barré, hein. Moi, j'allais te parler d'un Ben Tullet ou d'un Guillaume Martin, mais donc ça marche pas. Bah, quand même, si, parce que Ben J'allais citer Tullet, Tullet. je l'avais surligné aussi, donc. Mm. Je regarde un petit peu la start list. Ouais, mais Ben Tullet, je l'ai cité. Un Tobias Johannessen est toujours intéressant Ouais. aussi, ce genre de profil. Après, il serait temps qu'il confirme tout le bien qu'on pensait de lui quand il était chez les Espoirs. 2 saisons compliquées, donc à voir. Mais non, Tullet, moi, ça peut être intéressant. Sinon, alors, il n'est pas forcément, enfin, c'est pas le coureur qui sera protégé chez eux, mais un Kevin Vermaak, par exemple. Mm. C'est un petit gars que j'aime bien. C'est autant un Benelli qui attaque, je suis pas certain qu'on le laisse partir. Kevin Vermaak attaque dans l'avant, enfin, allez, une côte ou deux avant Van Redoute. Je suis pas certain qu'on va le rechercher. Donc voilà, au hasard comme ça, je dirais un Kevin Vermaak à défaut d'un Ben Chilwell, puisqu'on m'a soufflé le nom. Ouais, mais c'est très très dur. Parce que de nouveau, en fait, ça dépend où on fixe la limite. Tu parles de remarque, moi chez eux, je te dirais Only, mais Only, c'est déjà plus attendu. Ouais, C'est mais c'est déjà ça. au-dessus d'un Louis Barré, par exemple, dans les attentes qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que c'est un vrai candidat top 10 ou quoi, mais avec tout le respect qu'on a pour Louis Barré, et avec tout le bien que j'en ai dit d'ailleurs précédemment, mais là, c'est quand même vraiment la révélation. C'est un peu comme si en début de saison, on vous avait dit le début de saison d'un Brennan, par exemple. Mhm. C'est quand même, c'était une pépite, hein, mais de là à faire ce qu'il fait. Ouais. Donc moi, je ne donnerai pas de nom, en gros. Je vous ai dit, j'ai Non, pas mais non, parce trouvé. que d'autant plus qu'on n'a pas encore Il manque beaucoup de tous monde. les Hein. coureurs. Mais sinon, moi, voilà, Guillaume Martin, au final, je savais pas qu'il avait déjà participé à 9 Liège-Bastogne-Liège. Mais ouais, vu sa forme et vu je sais pas, un petit peu son côté, son nouveau rôle comme ça qu'on peut avoir chez la Groupama, je le vois bien offensif dimanche prochain et assez plaisant à voir. Donc, pas de là à aller chercher un top 10, mais, enfin, ou quoique, hein. Mais en tout cas, je pense qu'il va animer la course. C'est ce qu'on doit souhaiter, effectivement, hein. C'est d'avoir Mm. ce groupe qui ressort et qui va un peu déjouer tous les pronostics, avec des Guillaume Martin, avec des Benili, avec des Ben Tulette, qui individuellement ne sont pas assez forts, mais peut-être en groupe comme ça, pourquoi pas. Il suffit que derrière, soit UAE ou Soudal, pour ne citer que ces 2 équipes-là, tergiversent un petit peu, ne soient pas aussi forts que ce qu'on pourrait imaginer et obligent finalement les 2 leaders à se découvrir plus tôt peut-être que la Redoute. Mais si tu arrives au pied de la Redoute avec eux, à mon avis, c'est foutu. Sur le papier, IF, ils ont un petit bloc sympa là. Enfin, il y a que Ouais, 4 voilà. noms qui sont mis, mais Ryan, voilà, le moins bon, enfin pas le moins bon, mais le moins ronflant des 4 noms, mais qui est quand même intéressant, voilà, dans un coup. Mais Carapace, Paules, Illy, Ouais. alors, ça Bah, me je me souviens rassure qu'on en avait rien, été mais c'est déçus sympa. d'eux quand même par le passé, mais faut voir si Peoles aujourd'hui ils étaient quand même un petit peu en dessous. Est-ce que c'est aussi une fin de cycle ou bien Ouais. c'est un jour sans? Mais ouais, si Peoles retrouve son meilleur niveau et que Benili et Carapace l'ont également, ça peut être sympa aussi. Maintenant, voilà, je vois aucun des trois suivre non plus une attaque de Pogacar si on a le meilleur Pogacar possible. Donc, pareil, c'est une équipe qui, pour moi, au lieu de faire comme ils ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire jouer le jeu du AE, bah, c'est une équipe qui doit plutôt jouer contre UAE et attaquer. Bah, on tourne en rond, mais qui doit jouer offensif, quoi. Ma dernière question, le... donc on est parti du principe que normalement, Pogacar, Remco, ce sera difficile de les suivre, d'avoir un troisième homme avec. Euh, ok, ils vont faire 1 et 2. Qui fait 3?
Est-ce que vous restez sur Skelmos ou est-ce que vous avez un autre nom? Qui fait 3? Ouais. Kelmos ou Vlasov? Ah, intéressant ça. Ouais. Ouais. Oui, honnêtement, je sais pas. Un Ou Romain notre. Ouais. Grégoire ou un mec comme ça. En fait, ou un Peyo Bilbao, par exemple. Tu vois, un gars Mhm. qui pourrait terminer dans un groupe de 6-7 coureurs à 30 secondes, 1 minute et qui a un bon sprint. Donc, oui, pour citer quelqu'un qu'on n'a pas encore cité, je dirais Peyo Bilbao. Ou un Lennart Van Etvelt, en fait. Moi, je vais citer Romain Grégoire. En fait, j'aurais cité, comme tu en as parlé plus tôt dans l'épisode, j'aurais cité Van Gils s'il sortait pas de tous Ouais, ces soucis-là. Mais c'est ça. là, je vais citer Romain Grégoire. Et c'est marrant parce que par contre, j'y crois un peu moins que vous sur la flèche. Mm. Mais sur Liège, Romain Grégoire, cette année, passe quand même un step, hein. Même si ça se voit pas toujours dans les résultats. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Milan-San Remo, où ça se voit pas dans le résultat, mais où c'était certainement un des Ouais. vraiment plus forts de la course, quoi. Mais il explose sur la longueur de la chose, hein, de la Cipressa. Parce Mhm. que ici, on parle de côtes qui sont nettement moins longues que la Cipressa, hein. Donc, s'il parvient Ouais, effectivement à complètement basculer avec différente. les meilleurs, il faut imaginer, pourquoi pas, Pogacar, Evenepoel et Grégoire qui basculeraient en haut de la redoute tous les trois. Ben, à partir de ce moment-là, tout est jouable, hein. Même si effectivement la roche, assez compliquée. On est quand même rarement en dessous des 10% de dénivelé. Donc, ça reste du très costaud, en tout cas sur toute la première partie. On sait que c'est une côte avec un replat à un moment pendant quelques, je pense, 1 kilomètre ou quoi. Mais toute la première partie, elle est dingue. Oui, donc je vous avais dit dernière question, mais il me vient quelque chose en tête quand même qu'on doit évoquer en tant que podcast de cyclisme belge. C'est que Lotte Kopecky, cette année, a visé un peu d'autres objectifs et avait fait de Liège un des grands objectifs de la saison. Euh, Est-ce qu'on y croit à une victoire de Kopecky sur Liège? Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que, alors j'avoue que je ne sais pas du tout qui sera là, mais des Vollering, des Neviadoma, etc., ont quand même un profil a priori euh, plus favorable pour ce genre de course. Et puis, j'avoue que j'ai pas trop fait attention ce début de saison au cyclisme féminin, mais il y a quand même un truc qui, moi, personnellement, me marque, c'est que, ouais, Kopecky a déjà gagné de belles courses, Vollering a déjà gagné de belles courses, mais on a, j'ai l'impression, en tout cas sur tout ce qui était le printemps flandrien, on a des noms. Alors, elles sortent pas nulle part, hein, je veux dire, Lorena Vibes, elle était déjà là, évidemment, mais elle s'affirme vraiment comme la coureuse à battre, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, il y a, je trouve, une forme allez, d'hétérogénéité, on va dire ça comme ça, dans le peloton, pardon, féminin qui est en train de se créer. Et donc, on a des coureuses qui sont en train vraiment de se spécialiser dans certains types de profils. Mhm. Et là où une Kopecky avant pouvait passer un peu partout sur tous les terrains, comme une Vollering notamment, bah, peut-être que alors si après elle se focalise sur les Ardennaises et que ça marche, tant mieux pour elle, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même plus un gabarit pour des Flandriennes que pour des Ardennaises, là où du coup elle va peut-être se retrouver face à des coureuses qui se sont davantage spécialisées vers ça, et notamment ben, on peut donner Via Doma, on l'a pas encore beaucoup vu en ce début de saison. Je ne sais pas où elle en est physiquement ni rien, mais c'est clair que physiquement elle part avec une longueur d'avance, je pense, sur l'Auto-Kopecky. Et je ne parle pas de Vollering, mais il y a aussi tout, hein, Evita Muzic. On sait bien que c'est une course qu'elle affectionne. Donc voilà, moi, j'y crois pas trop. Après, elle va certainement faire une belle place dans le top 10, voire mieux. Mais de là à gagner, je sais pas. Oui, Oui, moi je reste convaincu que c'est pas trop son genre de profil de course. oui, et je pense aussi, et effectivement, sur le côté homogène de plus en plus du cyclisme féminin, on voit aussi que parfois c'est la chance des seconds couteaux, que c'était peut-être pas toujours le cas avant. Et donc j'ai du mal à voir Kopecky gagner parce que en face à face, tu as cité Nuadoma, mais moi je vais citer Vollering, même si elle est beaucoup moins dominante que ce qu'on pouvait attendre, mais elle est moins dominante aussi justement pour ce que j'allais expliquer avant, pour le jeu d'équipe. On voit aussi qu'avec une FDJ dominante, tu as cité Muzic, il y a aussi Juliette Labousse qui fait un début de saison, moi que je trouve assez extraordinaire, elle m'impressionne régulièrement. Donc, euh, elle peut se faire piéger, et à la pédale, je suis pas sûr que c'est elle la meilleure. Donc, ben, je souhaite qu'on se trompe, je souhaite que, que Lotte ajoute, parce que Lotte, c'est plutôt tempérament Pogacar que Van Der Poel, elle préfère tout gagner que gagner plein de fois les mêmes courses. Mhm.
Je trouve ça très bien les deux, hein, je juge pas en disant ça, hein. Mais ouais, je pense que ça va être compliqué et je suis même pas sûr que ce sera la meilleure SD Works parce que Van der Breggen m'avait quand même fait une belle impression pour son retour, donc voilà, Oui, on et verra ce puis, que ça donne. enfin, honnêtement, de toutes les coureuses qu'on a l'habitude de voir en ce début de saison, celle qui, moi, m'a le plus impressionné, mais très sincèrement sur papier, hein, vraiment le palmarès, c'est Longo Borghini, hein. Mhm. Euh, les autres n'ont pas été au niveau où on les attendait, mais il y a peut-être des raisons qui l'expliquent, et je dis, j'ai pas suivi assez. Et puis, il faudra aussi faire attention à Cédrine Kerbaol. Euh, ceux qui, d'ailleurs, on le voit légèrement derrière nous, mais on sait que dans la redoute, Phil était écrit partout. Alors, c'est parti. Bon, ce sera peut-être de nouveau inscrit sur la route d'ici dimanche, mais par contre, maintenant, vous avez des Cédrine partout. Et c'est ça l'avantage quand ça s'appelle Cédrine, c'est qu'elle n'a pas 50. Et donc on peut imaginer que son fan club est déjà bien présent et elle aura peut-être envie de se dépasser. Et c'est aussi quelqu'un qui ne fait que progresser d'année en année et qui vient de franchir un step, donc pourquoi pas. Avoir aussi qu'une Puck Peters aussi, hein, qui nous impressionne à chaque course qu'elle réalise. Mais effectivement, tu parlais d'homogénéité ou d'hétérogénéité en tous les cas. Mhm. Il y a par contre effectivement une sorte d'équilibre des puissances. On avait avant une SD Works qui était ultra favorite, ultra dominatrice, avec toutes les meilleures du monde dans la même équipe, et puis bah, c'est en train de se dispatcher. Alors maintenant, c'est plutôt la FDJ qui a pris en tout cas sur papier, cette idée de super équipe, mais qui n'est pas aussi dominante que l'était SD Works avant. Et SD Works n'est plus aussi dominante. Ou alors, quand SD Works gagne, c'est plus nécessairement qu'avec Kopecky ou avec bah, les autres qui sont partis. Mais on a encore vu ici sur l'Amstel avec Misha Bredewald. Bah, alors oui, ici, ceux qui suivent le cyclisme féminin avaient évidemment déjà entendu parler d'elle, mais c'est pas non plus la cycliste qu'on aurait pointée comme étant la grande favorite d'une course aussi prestigieuse que l'Amstel chez les femmes. Ouais. Mais alors, je vais juste balancer un nom parce que tu me donnes envie de réagir quand tu dis c'est Lango Borghini et les autres ont un peu déçu par rapport à leur niveau. Moi, si j'avais dû retenir un nom, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Mais je vais pas Mhm. tellement développer parce que un truc que je trouverais intéressant cette année, vu ce qui se passe notamment chez les hommes, et on pourra toucher à un mot des femmes à ce moment-là. C'est pas si ça vous intéresse, je vous lance la proposition en direct. Et en commentaire aussi, ceux qui nous suivent, ils nous disent si ça les intéresse ou pas, comme ça on voit si on part dessus. Je me demande si après les courses d'un jour, on n'essayerait pas de faire notre classement actualisé, qui sont les 10 plus forts du peloton. Pas qui a fait le meilleur printemps, hein. Qui sont les 10 plus forts. Ok, Voilà, s'il y en a un qui a fait pourquoi qu'une course, mais qui nous a très impressionné. Voilà, on lance ça, on verra. Dites-nous aux commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse un petit truc comme ça. On fait pas très souvent ça, mais moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de mes copains, donc voilà. ça marche. On en parlera à ce On en moment-là. reparlera, ouais. Faudra définir ce que c'est Et les plus forts aussi. Ouais, ça, Les plus puissants, alors, on va le on va définir s'écharper. entre nous et on le dira, exact. et on le dira avant l'émission pour bien préciser de quoi on parle. Et tout le monde pourra réfléchir à faire son top 10. C'est toujours chouette, ces petits trucs un peu subjectifs comme ça, mais voilà, c'est toujours amusant. Et ben, pour pouvoir faire notre top 10, ben, on va d'abord profiter des deux courses là qui arrivent. Donc, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège à ne surtout pas rater, à mon avis, et encore plus cette année que les autres années, je pense. Et ben, on reparlera de tout ça, d'un top 10, de débrief, d'une preview du Giro qui arrivera relativement vite, assez rapidement. Donc Ouais. d'ici là, bonne course à tous. Ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao.